Fait que, on va parler d'agression sexuelle. Salut les cool kids! Aujourd'hui, on va parler de sujets quand même assez lourds. Donc, si tu te sens pas bien à tout moment dans la vidéo, feel free d'aller dans la description. J'ai mis des liens vers des ressources. Je vais aussi mettre un lien vers le iWatch d'Internet, le iBleach. Ça, c'est un site que si t'as vu de quoi qui te fait capoter sur Internet, tu peux aller sur ce site-là puis voir genre des images de chatons. Là. Fait que voilà. On va traiter d'agression sexuelle, de violence, de culture du viol, des mouvements de dénonciation. Bref, c'est une vidéo qui va être dense et je vais essayer de rendre ça un peu plus divertissant que triste, là, même si c'est quand même des sujets qui sont vraiment très lourds. Bref, aujourd'hui, on va parler des films de Rape and Revenge. Les films de Rape and Revenge, ce sont des films qui traitent d'habitude du même sujet. Dans le fond, c'est la même trame narrative pour tous les films. On suit une héroïne qui s'est fait agresser sexuellement ou qui a vécu un crime du même genre et qui est laissée pour morte. Mais là, elle se venge. Elle devient une genre de badass, comme si cette agression lui avait inculqué des pouvoirs, des super pouvoirs. Et là, ben, elle va péter la gueule des personnes qui l'ont agressée. C'est souvent vraiment coupé au couteau, là. Genre, la première partie, c'est l'agression, puis dans les films d'exploitation des années 70, comme I Spit on Your Grave ou The Last House on the Left, ben, on va tout voir, parce que pour ces réalisateurs-là, l'horreur, c'est aussi de voir la scène. Et l'autre partie, ça va être la vengeance. Comme je vous ai parlé dans ma vidéo de Disney, sur les vilains de Disney, les premières années du cinéma ont été marquées par plusieurs années de censure par la MPPDA, la Motion Pictures Producers and Distributors Association, excusez mon anglais, mais hey, je l'ai dit. Puis j'ai même pas le regarder mes notes, fait que... Great success. Bref, il y avait beaucoup de censure, puis dans les années dans la fin des années 60 et dans les années 70, quand les règles de censure ont été allégées, les réalisateurs, les créateurs de films se sont dit « Ok, là, on a le champ libre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut montrer? » Et ils ont commencé à expérimenter avec des films qu'on appelle d'exploitation. Ce sont des films qui vont traiter d'un sujet chaud, là, des sujets souvent violents, qui sont d'habitude qui ont été censurés, mais là, ils vont pousser, voir qu'est-ce qu'ils peuvent montrer, jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller. Et on a eu pas mal de films d'exploitation qui étaient des Rape and Revenge. Les premiers films les plus notables sont I Spit on Your Grave et The Last House on the Left. Donc la dernière maison sur la gauche et, étonnamment, La Journée de la femme. Personnellement, je préfère J'ai craché sur ta tombe, mais la traduction a été La Journée de la femme. Si tu veux aller dans le choquant, let's go all the way, là, niaise pas, là. Comme I Spit on Your Grave, là, c'est vraiment plus... Moi, je lis le titre I Spit on Your Grave, puis je me sens pas bien. Genre, à la base. Ces films-là étaient faits de la façon la plus réaliste possible. On avait une shaky cam, des acteurs qui étaient pas très connus. Ça me fait penser un peu à ce qu'ils ont fait pour Cannibal Holocaust. Je vais être honnête avec vous, moi, j'ai regardé les vieux films pour préparer cette vidéo-là. J'ai regardé I Spit on Your Grave puis Last House on the Left, puis je me suis sentie sale, vraiment sale. Pour vrai, là, c'est dégueulasse. Ces films-là sont dégueulasses. Puis je dis pas ça parce que je suis une petite féministe sensible, oh non. Non, regarde, regarde des films d'horreur, j'aime ça les films d'horreur, puis des films gore et tout. Mais ces films-là, il y avait de quoi qui me dérangeait. C'est pas la critique que j'ai vue de plusieurs femmes, de plusieurs féministes qui ont critiqué le film pour glorifier, si on veut, ou rendre ça attrayant, les agressions sexuelles, parce que pour être honnête, je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont pas regardé le film ou qu'ils l'ont pas compris, parce qu'à aucun moment, moi, j'ai eu l'impression que le film avait un parti pris pour les agresseurs. Vraiment le contraire. On est mis dans la peau, parfois même, des personnes qui se font abuser, donc c'est comme si la caméra, c'était la victime pendant l'acte. Bref, on est vraiment emmené à se mettre dans la peau de la femme, puis à voir ça comme vraiment étant horrible, horrifiant, dégueulasse. Il y a de quoi qui me dérange.
Puis je veux dire, oui, ok, regarder des agressions sexuelles avec des foules de gros détails pendant 1 heure, c'est dérangeant. Mais il y avait de quoi d'autre? Puis j'arrivais pas à mettre le doigt là-dessus. Comme je vous dis, c'est pas l'histoire de glorifier ça, mais il y avait quelque chose d'autre qui me dérangeait. Et c'est ce qui m'amène à vous parler du film Promising Young Woman. Persuadé que tu veux changer. Promising Young Woman, qu'on pourrait traduire en français au Québec par une jeune femme pleine de promesses. C'est un film qui est écrit et réalisé par Emerald Fennell, qui est une excellente réalisatrice. Je sais pas où je m'en allais avec ça. J'ai pris mon temps, mon sweet time avant de regarder ce film parce que je croyais que c'était un film de rape and revenge classique. Pis ben, j'avais pas full envie de revoir des scènes de viol. Je sais pas pourquoi, c'est pas ma tasse de thé, hein. Y a des gens qui aiment pas les films de porno. Moi, j'aime pas trop ça, les films où on voit des agressions sexuelles. Chacun ses goûts. Ce film m'a fait précisément comprendre qu'est-ce qu'il me titillait à propos de The Last House on the Left et I Spit on Your Grave. C'est parce que les agresseurs, souvent, dans 80% des cas, ce ne sont pas des monstres inconnus qui sortent des bois pour attaquer les jeunes femmes. Non, c'est beaucoup plus effrayant que ça. La plupart des agressions sexuelles sont causées par des personnes que la victime connaissait. Ce sont des frères, des fils, des amis, des collègues. Et c'est là que toute l'horreur de Promising Young Woman réside, et qu'on ne retrouve pas dans les vieux films de Rape and Revenge. Promising Young Woman, c'est l'histoire de Cassandra, dont la meilleure amie a été agressée sexuellement par leur camarade de classe à l'école de médecine, ce qui a mené à son suicide. Elle pense à peine en jouant les jeunes femmes vulnérables dans les bars pour attirer des nice guys et les confronter lorsqu'ils tentent de prendre avantage de la situation. Elle met aussi en branle sa vengeance contre les différentes personnes responsables de l'agression et de la mort de son ami. Ce qui est intéressant dans le film Promising Young Woman, c'est que comme je le disais un peu plus tôt, les agresseurs ne sont pas présentés comme étant des monstres, donc des créatures qu'on ne pourrait rencontrer que dans des ruelles sombres. Non, non, non. Ce sont des jeunes hommes qui sont joués par des acteurs connus pour leur rôle sympathique. On ne pourrait jamais se douter que ces jeunes hommes seraient capables de poser de tels gestes violents. Quand je parle des autres films puis que je compare Promising Young Woman à ceux-ci, c'est pas pour 10 les autres films. Et ce sont des films qui sont super bons en leur propre droit. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi la différence? Pourquoi est-ce que Promising Young Woman est spécial? Ben, contrairement aux autres films, donc, Cassandra ne prend pas sa revanche de façon violente. L'objectif de Cassandra, c'est que les personnes qu'elle confronte ne reproduisent pas de violence sexuelle, qu'ils arrêtent de contribuer à la culture du viol. C'est ça son objectif. C'est pas de péter des gueules ensemble. En septembre 2020, Promising Young Woman n'est pas le seul média qui attire mon attention et qui traite des mêmes sujets. Fury, un roman publié par Myriam Vincent, une autrice québécoise, voit le jour à peu près au même moment que Promising Young Woman sort dans les salles de cinéma. Ouais, peut-être pas dans les salles de cinéma, hein, à cause de la Panini. Ben, sort disponible pour le visionnement. Fury raconte l'histoire de Marilyn, qui elle aussi a subi la perte de son amie par suicide après que celle-ci se soit faite agresser sexuellement par des personnes qu'elle connaissait. Contrairement à Cassandra, dans Fury, Marilyn décide de se salir les mains et de devenir une véritable tueuse à gages qui ne prend seulement des contrats de personnes qui ont posé des gestes d'agression sexuelle ou de violence sexuelle. J'ai eu le plaisir, l'immense plaisir, puis je suis vraiment excitée, d'avoir reçu Myriam Vincent, l'autrice de Fury, en entrevue. Puis on va voir la première partie de l'entrevue maintenant, donc voilà. Ben, merci beaucoup d'accepter l'entrevue. Tu sais, je viens juste de lancer ma chaîne YouTube, fait que je suis pas comme un big média, là, donc c'est vraiment fin de ta part. Là. Ah, mais ça me fait plaisir. C'est cool, comme le sujet m'intéresse full. Je trouvais ça vraiment cool, fait que ça me fait bien plaisir.
great. Fait que dans le fond, là, c'est enregistré. Puis ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire ma vidéo, puis ça va être une vidéo vraiment sur le rape and revenge, là, qui est le genre de genre dans l'horreur en particulier, mais je vais parler aussi de Kill Bill, par exemple, que tu mentionnes dans ton livre. Puis là, il y a eu Promising Young Women. En tout cas, Ouais, plein des Promising affaires. Young Woman, je l'ai bien trop aimé en plus. Ouais, ben c'est ça. Puis c'est drôle parce Vraiment. que c'est sorti un peu en même temps que ton livre. Oui, ouais, j'ai trouvé ça très drôle aussi. J'ai vu le film peu de temps après la sortie de mon livre, puis j'étais comme, OK, c'est comme. Il y a beaucoup d'échos quand même entre les deux, là, fait que c'est vraiment drôle. Pourquoi tu penses que c'est sorti relativement en même temps? Ben, je pense que la vague MeToo, le mouvement MeToo a quand même suscité une certaine inspiration là, dans ces sujets-là de vengeance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont constaté que le problème des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel envers les femmes était plus grand encore, plus étendu encore que ce qu'on pensait. Puis je pense aussi qu'on s'est rendu compte à quel point c'était pratiquement impossible d'obtenir justice parce que tout à coup, on se rendait compte en plus qu'il y avait des gens qui faisaient ça comme en série. Là, que c'était des gens qui avaient agressé, violé, harcelé des femmes, qui avaient des plaintes qui avaient été faites par parfois des dizaines de femmes, puis que finalement, ces gens-là n'avaient eu aucune conséquence. Donc, je pense que c'est là que l'espèce de désir de catharsis en quelque part, de vengeance est arrivé parce que tu te rends compte que, aïe, aïe, OK, c'est pas juste moi, c'est pas juste mon ami, c'est pas juste des incidents isolés, c'est répandu, puis on n'est quand même pas capable d'obtenir justice. C'est quand même fou. Puis c'est... Là, by the way, je suis en train de faire ton entrevue, là. Oui, non, j'ai compris, j'ai senti le ton changer, j'étais comme, je vais... Non, mais... ouais, puis c'est ça, dans le fond, qui t'a un peu inspiré, ce genre de sentiment d'injustice-là, à écrire ton livre? Ouais, clairement. Tu sais, moi, je suis rentrée à l'université, je suis rentrée au bac en littérature, puis la même année, il y a eu un mouvement de dénonciation d'harcèlement et d'agression sexuelle qui avait été fait contre les profs de littérature à l'UQAM. J'allais à l'UQAM. Ouais. Donc, je pense que ça devait être en 2014, 2013. Puis, tu sais, il y avait des filles qui avaient tagué les portes des profs qui étaient reconnus comme étant des profs qui avaient harcelé sexuellement beaucoup de femmes, qui avaient agressé, ou en tout cas qui avaient pris avantage de leur position de pouvoir pour manipuler des femmes. Puis la réaction de beaucoup de gens, j'avais trouvé ça extrêmement décevant, extrêmement violent. Tu sais, c'était comme les gens disaient ah, c'est une chasse aux sorcières, il faut passer par les instances officielles, on peut pas juste dénoncer des gens comme ça. Puis, tu sais, c'était fou parce que c'est évidemment que les filles avaient commencé par passer par les instances officielles, puis ça n'avait rien donné. Puis elles s'étaient rendues compte qu'elles étaient tu sais, que c'était des abus qui s'étalaient sur comme 20 ans. Là. C'est des profs qui étaient là depuis les années 90 puis qu'il n'y avait jamais rien qui avait changé malgré des plaintes qui s'étalaient sur plusieurs années. Donc, les instances officielles ne marchent pas. Alors, il y a des filles qui sont tellement tannées qu'elles vont faire des dénonciations publiques. Puis là, c'est comme, non, passer par les instances officielles sans même essayer, sans même avoir de réflexion de, hey, peut-être qu'il y a un ras-le-bol, peut-être que c'est parce qu'il faut changer les choses, sans même se dire, ben peut-être qu'elles sont allées trop loin, mais il doit y avoir une raison en arrière de ça. Ça ne doit pas juste être des menteuses qui veulent de l'attention. Il n'y avait aucunement cette réflexion-là. C'était incroyable. Ça me sidérait. J'étais dans des cours, il y avait des profs qui prenaient position, qui disaient c'est ça, que c'était une chasse aux sorcières, que c'était qu'il fallait passer par les trucs officiels, que ça ne devait pas être vrai de toute façon et tout. Et donc, déjà là, j'avais réalisé à quel point... puis ça m'avait fait prendre conscience aussi parce qu'on s'était mis à parler du fait que justement les instances officielles à l'UQAM étaient inadéquates, que ça ne fonctionnait pas. Puis dans les universités en général, il y avait un mouvement, là, je sais qu'il y avait à l'UDM des profs qui avaient été dénoncés aussi. Donc, on s'est rendu compte que les étudiantes étaient très mal protégées dans les universités. Et ensuite, donc, en 2017, il y a eu le MeToo. Encore une fois, on se rend compte que les instances officielles ne sont pas suffisantes pour protéger les femmes. On se rend compte qu'il n'y a pas de possibilité presque d'obtenir justice quand on est victime de ces crimes-là. Puis, on se rend compte aussi que c'est extrêmement répandu. Donc là, c'est comme le deuxième mouvement qui a duré très longtemps que ça m'a fait encore plus réfléchir à tout ça. Puis à travers tout ça, je veux dire, je suis une fan de comic books depuis que je suis toute petite. Puis c'est vrai que ma personnage principale, c'est vrai, ça vient comme de moi, ce bout-là, que la figure du justicier, de la justicière, ça me fascine depuis que je suis toute petite. J'aime les dilemmes moraux que ça inclut. Donc tout ça mijotait, puis à un moment donné, en 2019 à peu près, là, je me suis mis à écrire ce livre-là. Donc j'ai comme rassemblé tout ça.
présume l'innocence des accusés, étant donné la lourdeur des conséquences possibles si les accusés sont trouvés coupables. À la seconde où il y a un doute raisonnable, l'accusé est acquitté. J'en profite pour rappeler qu'être acquitté, ce n'est pas une preuve d'innocence, seulement qu'il y avait des doutes raisonnables. Étant donné la difficulté de prouver qu'il y a eu une agression sexuelle, que ce soit par manque de preuves ou de témoins, le taux de condamnation est assez bas, ce qui est terrible pour les victimes qui ont dû revivre tout leur traumatisme pour expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Cette frustration face au système de justice traditionnel vient carburer la mise en place de systèmes de justice alternatifs plus adaptés à la réalité des victimes. Des systèmes qui sont basés sur l'accountability culture, donc la prise de responsabilité pour ses actions plutôt que sur la punition en tant que telle. Mais les listes de dénonciation et les mouvements de dénonciation en ligne ou sur la place publique ne sont pas parfaits parce que, oui, ça donne un certain sens de justice aux victimes qui peuvent, s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu. Par contre, il n'y a pas de après. Il y a des mouvements, des organismes qui offrent des solutions pour une justice réparatrice. Je vais mettre des liens dans la description. Aussi, qu'est-ce qui est assez dommage, c'est que la plupart du temps, ce sont les personnes qui dénoncent qui ont plus de conséquences négatives que les personnes qui sont dénoncées. On les traite de monsters sur la place publique, on scrute leur habillement et leur agissement pour trouver pourquoi est-ce qu'elles se seraient faites agresser, est-ce qu'elles l'ont cherché, est-ce qu'elles se sont des menteuses, qu'est-ce qu'elles auraient à gagner à dénoncer ces jeunes hommes pleins de promesses. Comme ce serait nice qu'il y ait vraiment une solution contre la culture du viol qui fonctionne, que justice soit faite. Les films de Rape and Revenge offrent ça, offrent cette fantaisie qu'il y ait une justice œil pour œil, dent pour dent, qui soit satisfaisante pour les victimes, qui peuvent fantasmer, se projeter dans ces personnages qui ont réussi à se venger, même si c'était de façon peut-être un peu sanglante, on veut pas encourager la violence quand même. Dans Promising Young Women, différents personnages représentent bien les réactions auxquelles les victimes doivent faire face lorsqu'elles font leur dénonciation. Cassandra, notre héroïne, confronte les différents types de réponses qu'on peut s'attendre dans une société patriarcale lorsqu'on parle d'agression sexuelle. Par exemple, on a l'ancienne amie de la victime et de Cassandra qui blâme la consommation de la victime par rapport à son agression. Ou encore la rectrice de l'université qui représente la réponse des institutions, la réponse systémique qui dit que, voyons donc, tu sais, oui, c'est déplorable, mais on va quand même pas gâcher la vie de ce jeune homme plein de promesses, omettant complètement le fait que la jeune femme qui s'est enlevé la vie à cause de l'agression, elle a rien demandé, puis elle aussi, c'était une jeune femme pleine de promesses, et son futur vaut autant que celui de ce garçon, n'est-ce pas? Et mon préféré, on a aussi le nice guy, que lui, il est encore ami avec l'agresseur parce que, ça le concerne pas, puis dans le fond, ce gars-là, il est fin avec, il lui a rien fait. Le seul personnage que Cassandra confronte qui devient un peu comme un allié est l'avocat de la défense, surprenamment. Comme Cassandra, il n'a jamais oublié l'histoire et il est hanté par sa culpabilité. Il s'excuse et offre son aide à la jeune femme dans sa quête de vengeance en guise de réparation. Je trouve que le film Promising Young Woman illustre bien cette résistance à la prise de conscience sociétale qu'on a envers la culture du viol puis nos responsabilités individuelles là-dedans. Que c'est pas seulement l'agresseur qui est coupable. Ça montre bien comment les gens, quand ils sont confrontés sur leurs responsabilités, vont être sur la défensive et trouver des moyens de ne pas se regarder dans le miroir. La description que tu fais de l'agression sexuelle, parce que dans le fond, dans le livre, il y a l'ami de... Tu sais, pourquoi est-ce que Marilyn, qui est le nom du personnage principal, devient un peu une justicière puis décide de prendre cette justice-là entre ses mains, c'est parce que sa meilleure amie a été agressée sexuellement, puis elle s'est enlevée la vie. Puis cette agression sexuelle-là, elle est racontée par bribes quand même. Donc, t'as décidé de pas
faire la scène d'un coup. Est-ce que tu y as réfléchi? Ouais. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Oui. Ben, il y a deux raisons principales. La première, c'est parce que je voulais pas qu'on puisse oublier cette agression sexuelle-là. Il y a un truc qui arrive avec les survivants où est-ce que, tu sais, des fois, elles vont dénoncer des mois ou des années plus tard, puis on va leur dire, ben voyons, comment ça que tu passes pas à autre chose? Comment ça que tu n'es pas capable de juste move on? Mais c'est pas comme ça que le trauma fonctionne. C'est pas comme ça qu'une expérience fonctionne. Quand on vit une expérience traumatique, elle va rester avec nous, elle va rester dans notre quotidien. Et donc, je voulais pas qu'on puisse juste oublier l'agression de Julie. Je voulais pas la mettre au début, puis qu'ensuite on passe à autre chose, puis qu'ensuite on est ailleurs. Je voulais qu'elle sous-tende le récit pour avoir une espèce d'effet de justement, ça revient toujours, cette douleur-là revient toujours. Elle se développe à travers le récit. Donc, d'une part, c'était ça. C'était pour faire cette espèce d'effet de trauma qui revient. Et aussi, parce que je voulais j'ai beaucoup réfléchi à quel point j'allais décrire la scène, à quel point j'allais aller dans le graphique. Je voulais pas aller dans l'espèce de porno d'horreur, là, de porno de douleur, là, où est-ce que tout est très décrit, puis tout est dégueu, puis que je voulais pas aller là-dedans. Mais je voulais pas non plus prendre ça à la légère. Je voulais pas passer à côté parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui parlent d'agression sexuelle et de viol, puis qui sont comme, bah, tu sais, pas c'est un mauvais moment à passer, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas à quel point c'est atroce, à quel point, quand tu le vis, ça te change, ça te traumatise. Et donc, je voulais quand même y aller dans une description. Je voulais montrer aussi à quel point il n'y a pas d'issue à un moment donné, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les filles qui sont agressées sexuellement auraient pu s'en sortir, que comme elles ont juste été très naïves ou qu'elles se sont pas assez battues. Donc, je voulais, pour bien représenter le viol sans y aller à la légère, j'avais l'impression qu'il fallait que je le décrive, mais le décrire en une seule scène, je trouvais ça trop horrible à la lecture. Je trouvais ça nous plongeait trop là-dedans. C'était pas là où je voulais aller dans les émotions que ça suscitait au lecteur. Donc, quand même, de le fragmenter, ça permettait aussi de le lire, j'ai l'impression, sans tomber dans l'horreur autant, sans non plus prendre ça à la légère. T'sais. C'était comme une espèce d'équilibre que j'ai trouvé entre les deux. Puis aussi, à noter que c'est de la c'est comme si c'était Julie, donc l'amie, la personne qui a vécu l'agression, qui raconte. Oui, absolument. C'est elle qui raconte à Marilyn, on imagine, quelques jours après que ça se soit passé, ou même le lendemain. Donc, ça serait en fait la première fois qu'elle raconterait son agression à quelqu'un, à Marilyn, donc sa meilleure amie. Je trouve ça intéressant parce que souvent, dans les médias qui vont montrer, qui vont décrire des scènes d'agression sexuelle, moi, je parle beaucoup de cinéma dans ma vidéo, mais quand on montre l'agression, c'est souvent avec un point de vue un peu extérieur, puis j'ai l'impression que ça fait un peu voyeur, tu sais. C'est comme si l'agression sexuelle, c'est la même chose que n'importe quelle autre violence. Ouais. Mais que celle-là, c'est la particularité qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de violence qui est vécue, tu sais, à l'intérieur, puis qui n'est pas nécessairement visible. Je sais pas. Ouais, non, effectivement, c'est quelque chose que la littérature permet, puis c'est effectivement quelque chose. C'est pour ça aussi que c'est Julie qui raconte son expérience. C'est pas un narrateur omniscient qui regarde ce qui se passe. Parce que justement, c'est là-dedans que je trouvais important d'aller dans ce qu'elle a ressenti, dans ce qu'elle a pensé à ces moments-là, dans ce que ça lui a fait à elle comme humain. Donc, ouais, c'est quelque chose que la littérature permet très bien de faire. Donc, évidemment, que je voulais aller là. C'est plus difficile en film, je veux dire, avec la perspective de la caméra toujours, d'avoir cette perspective plus intérieure-là. Mais justement, j'ai aimé que Promising Young Woman, on ne voit pas l'agression jamais, qu'elle ne soit pas montrée. C'est une des choses du film que j'ai aimé justement parce que ça empêche d'avoir cette vision-là extérieure un peu voyeur du viol. Est-ce que tu penses qu'il y a une... Ben, la réponse, c'est oui, c'est sûr. Mais tu sais, est-ce que tu peux me parler un peu de la différence, d'après toi, entre quand c'est un artiste femme ou un artiste homme? Puis là, je sais que c'est très binaire, là, mais comme qu'est-ce que je dis, mais c'est quoi la différence entre, mettons, un homme cisgenre qui va parler d'agression sexuelle commise sur une femme, puis une femme qui va parler de cette même agression sexuelle-là?
OK, donc s'ils parlent des agressions, pas s'ils ont agressé. Non. Qui parlent, genre, Ouais, OK. qui montrent ça dans leur art, là, ouais. Dans leur création. Ah, OK, ouais, je comprends. Je pensais juste, on a tellement vu, tu sais, avec Marie-Pierre Morin, puis tout, il y a tellement eu de prises de parole publiques que je pensais que c'était juste sur Facebook, les petits... Non. c'est ça, on va. Oui, je pense qu'il y a une différence. Je pense que les hommes peuvent en parler puis que ce soit intéressant. Je pense que les femmes qui en parlent se font plus challenger. Je pense que les femmes... En tout cas, dans mon expérience, moi, mettons, il y a eu du monde qui sont venus me challenger là-dessus. Des hommes qui étaient comme moi, j'ai été faussement accusée, les féministes ruinent des vies, des trucs comme ça, là, parce que j'avais écrit ce livre-là. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que il y a ce truc bizarre-là qui est dans n'importe quel enjeu social, quand c'est le groupe de victimes principales qui parle. Donc, bon, la plupart des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes, donc je suis une femme, j'en parle. Ça va être moins bien reçu que si c'est quelqu'un d'un autre groupe. Donc, si un homme en parle, là, il va être accueilli comme un héros, il va être beaucoup moins challengé, ça va être comme plus facile. C'est la même chose avec les questions raciales en ce moment, de racisme, j'ai l'impression, là, que des personnes blanches qui sont contre le N-word, disons, j'ai l'impression qu'elles sont accueillies comme des héros, ou qu'au moins, tu sais, leur parole est quand même légitimisée, tandis qu'il y a beaucoup de personnes racisées qui vont en parler, qui vont se faire dire que c'est parce qu'ils n'aiment pas assez le Québec ou que c'est parce qu'ils ne viennent pas d'ici. Donc, il y a cette question de la réception de l'œuvre, je pense, qui est différente. Mais je pense toutefois que c'est très possible, autant pour des hommes que des femmes artistes, de parler d'agression sexuelle. Je pense même que c'est souhaitable, en fait, à un moment donné, les femmes, ça fait très longtemps qu'on en parle, puis qu'on prend cet enjeu-là sur nos épaules, puis qu'on essaie de faire de la sensibilisation. Je pense qu'on a besoin d'un coup de main des hommes. Il y en a déjà qui le font, mais il en faudrait plus. Il faudrait qu'il y ait plus d'hommes qui se positionnent de façon très claire contre ça, du côté des femmes. On en parle de plus en plus, mais le fait de caller out tes amis dans la chambre de hockey quand ils font des calls d'harcèlement sexuel, c'est important aussi. Ça part un peu de là. Donc, je pense vraiment que autant les hommes que les femmes peuvent en parler, mais c'est sûr que les hommes assurer l'invitation, il faut s'assurer d'avoir une recherche, d'avoir un traitement du sujet qui est sensible, qui est recherché, qui ne reste pas justement dans le voyeurisme ou dans le spectaculaire ou dans le j'en parle parce que c'est à la mode, de s'assurer d'avoir quelque chose qui soit approfondi. Vous savez c'est qui est badass? The Bride dans Kill Bill. Non mais tu sais, elle là, elle s'en fout là. Elle va tuer les personnes qui lui ont fait du tort. Tu touches pas à The Bride, tu niaises pas avec elle. Là. Comme elle prend aucun caca, c'est une tueuse qui est vraiment trained, qui est efficace, qui a personne qui arrive à la cheville. C'est le genre de caractéristiques qu'on peut trouver dans les héroïnes classiques de films de rape and revenge. En général, ces femmes vont vivre un événement traumatique, mais celui-ci va les rendre plus fortes, de vraies machines à tuer. On peut voir ce schéma se répéter dans des films comme Revenge, Kill Bill, Lady Vengeance, A Vigilante et bien sûr Jennifer's Body. Hey, vous savez quoi? Moi, là, Jennifer's Body, c'est un de mes films préférés. Je pense que je vais faire une vidéo complète là-dessus. Ayant étudié en sexologie et connaissant un peu comment est-ce que les traumas affectent les victimes d'actes criminels, je peux vous dire que cet archétype de Justia badass est pas super réaliste. C'est le fun, ça fait du bien, mais c'est pas réaliste. Par contre, Promising Young Woman, Cassandra est un mess. Mais un mess! Elle a drop de l'école de médecine, elle est retournée vivre chez ses parents, elle peut pas passer à autre chose après la mort de son ami. Les autres personnages qu'elle confronte semblent surpris lorsque Cassandra mentionne le nom de son ami. Eux, ils ont continué à vivre leur vie bien tranquille. Ils s'inquiètent pas avec ça. Alors que pour Cassandra, ben ça la consume. Chaque jour de son existence depuis la mort de son ami, c'est juste de penser
à ce drame et comment est-ce qu'elle peut agir pour que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Tous les moyens que Cassandra utilise pour venger la mémoire de son ami, que ce soit en se mettant en danger avec des nice guys dans les bars ou encore en allant directement à la rencontre des coupables de l'agression, tous ces moyens mettent en danger, en péril, la sécurité de la jeune femme. Elle ne se complaît pas dans son rôle de justicière. C'est très dommageable et très coûteux pour elle. Dans le livre de Myriam Vincent, Furie, on peut retrouver le même arc pour le personnage de Marilyn. Bien qu'elle veuille développer des amitiés et vivre une vie normale, ses actes de violence qu'elle fait le soir en tant que justicière ou tueuse à gages la suivent partout où elle va et l'empêchent d'avoir une vie normale. Partout où elle va, elle a des flashbacks et se sent complètement déconnectée du reste du monde. Comme dans Promising Young Woman, le reste du monde continue à tourner autour de la justicière dont les blessures sont trop profondes pour lui permettre de suivre le beat. Il n'y a rien de glamour dans la quête de vengeance de ces deux femmes, que ce soit Cassandra ou Marilyn. Je trouve ça brillant que ces autrices-là aient montré comment est-ce que c'est dommageable l'agression sexuelle. Ça rend pas nécessairement fort quelqu'un, ça détruit. C'est tout ce que ça fait. Je suis vraiment chanceuse et contente d'avoir pu m'entretenir avec Myriam Vincent au sujet de son livre Furie. Furie, c'est un roman qui a été pour moi un page-turner. Je l'ai lu en peut-être 2 à 3 semaines, ce qui est un record pour moi pour de la fiction, parce que d'habitude, un livre de cette taille, qui est quand même une 370 pages, quelque chose comme ça me prend peut-être 2 à 3 mois parce que je prends pas le temps de lire. Moi, quand je lis des ouvrages scientifiques parce que je suis sexologue et j'ai besoin de me tenir au courant. La fiction, c'est plutôt rare, mais celui-là, pour vrai, je le conseille tellement. Aussi, j'ai parlé brièvement de l'initiative Dis son nom, qui est une liste de dénonciations. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que les victimes d'agressions sexuelles ou d'inconduite sexuelle peuvent contacter ces personnes-là, leur raconter leur histoire, et si les personnes de Dis son nom jugent que c'est approprié, elles vont mettre le nom des agresseurs sur une liste. Et le but, c'est un peu de mettre en garde les autres personnes contre ces potentiels agresseurs, mais aussi de, comme j'ai parlé pour les mouvements de dénonciation, c'est de donner une voix aux victimes. Là, en ce moment, elles font face à des accusations très graves. Elles vont aller en appel et elles ont besoin d'argent pour payer leurs frais d'avocat. Je vais laisser le GoFundMe dans la description. Pour vous expliquer brièvement ce qu'elles risquent de devoir dévoiler leur identité, mais aussi l'identité des personnes qui ont dénoncé, ce qui pourrait être super dangereux pour la sécurité des victimes. En parlant de demander de l'argent, si vous aimez ça, mes vidéos sur du contenu féministe avec la culture populaire et cinéma, j'ai un Patreon, donc vous pouvez rejoindre mes amours. C'est 1$ par mois que je demande, c'est pas full beaucoup, puis vous avez du contenu exclusif. J'espère que je vous ai donné envie de lire Furie de Myriam Vincent et d'aller regarder le film Promising Young Woman. Je vous garantis que ce sont tous les deux vraiment des œuvres extraordinaires. Merci tellement d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je vous envoie plein de doux. On se laisse sur la première chanson de mon amie Ali Mazarine. C'est une artiste super talentueuse et en plus, sa chanson traite de sujets sur la culture du viol, donc ça a full rapport avec la vidéo. Bye! Je pleure des larmes de colère depuis trop longtemps maintenant. Pourquoi ce n'est pas toi qui parles? Le goût des amis et le temps. J'ai envie de tout mettre en feu quand je les vois défendre sans relâche. S'ils me regardaient dans les yeux, seraient-ils toujours aussi lâches?